vous, les fournisseurs, que également toutes les clauses de contrat sur lesquelles vous êtes engagés à réaliser soient également respectées. Je vais passer. Donc, pour ce qui est de la présélection de fournisseurs, nous avons ce que nous appelons la LOF, c'est la liste officielle des fournisseurs agréés. Ce n'est pas une liste qui est close, c'est une liste qui est ouverte, qui est requise au jour le jour. Toutefois, pour y accéder à cette liste, on a besoin de 2 validations. La première validation, c'est la validation technique. Alors, la validation technique, vous devez l'obtenir auprès de nos techniciens. Et il faudrait être capable de justifier le HSE, c'est-à-dire que vous puissiez montrer que vous avez un plan HSE qui est conforme. Nous allons beaucoup plus insister sur ce point. HSE qui est Health Safety and Environment, qui est le volet sécurité et environnement, santé, sécurité, environnement. Nous allons beaucoup insister sur ce volet. Parce que dans la présentation qu'a eu le docteur Albert Mota, il nous a parlé du gaz. C'est une centrale à gaz. Il y a un risque d'explosion. Il y a un risque permanent. Le deuxième volet qu'il nous a présenté, c'est de l'énergie électrique. 225 volts. Lorsque vous êtes sur le site de Toudi, vous êtes en permanence sur des équipements, sur une zone à risque. Alors, lorsque vous réalisez les travaux, si vous venez maintenir une clim dans mon domicile, ce n'est pas la même chose si vous allez maintenir une clim dans un bureau à KPDC, à Crédit par exemple. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la GSA, la Job Safety Analysis, donc l'analyse des risques liés à la tâche que vous allez effectuer. Il faudrait que les entreprises cultivent cette culture, qu'on essaye un peu de traverser le cap des équipements de protection individuelle. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, dès que vous dites au sous-traitant en sécurité, allez hop, c'est fini, on va là à quoi on achète des glandes, bien habillé comme ce monsieur avec un bouclier, et on lance des agents. Notre but ici n'est pas d'avoir des prestations avec un accident, des prestations avec un mort qui est une fatalité pour nous. On a atteint des records tout récemment, 2 ans sans incident, avec arrêt du travail. Donc nous voulons maintenir, et c'est valable pour nos agents, et c'est valable pour tous les sous-traitants. L'aspect sécurité, il est très très important. Le deuxième aspect, c'est le type de prestations. Nous souhaitons que les PME et PMI puissent nous dire clairement qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Ça peut être ça. À force de vouloir tout avoir ou de vouloir tout faire, finalement, on ne fait rien. Nous voulons que les prestations que les sous-traitants puissent nous dire les prestations qu'ils peuvent faire, les prestations sur lesquelles ils ont de l'excellence sur ce domaine. Si c'est de l'électricité, c'est de l'électricité. Si c'est de la fourniture, c'est la fourniture. Si c'est de la mécanique, en fait, bref. Nous avons des fois des fournisseurs qui vous donnent toute une liste et puis vous les croyez sur l'information qu'ils vous ont donnée, vous les consultez, ils vous donnent l'offre et finalement vous vous rendez compte que sur le terrain, ce n'est pas le cas. Pour ces raisons, nous sommes très très précis en matière de type de prestation à réaliser. Nous avons d'autre part la validation administrative. La validation administrative, vous la connaissez mieux que moi, c'est tout ce que les lois et les règlements du Cameroun exigent, notamment en matière de registre de commerce, en matière de patente et autres. Là, nous n'allons pas nous attarder. Si vous existez, je suppose que vous avez toutes les pièces officielles. Nous avons en plus des pièces officielles ce que nous avons appelé le DDQ. Le DDQ, c'est le Due Diligence Questionnaire. En fait, c'est un ensemble de questions que nous posons sur l'entreprise, sur l'identité de l'entreprise, les engagements de l'entreprise et sur quelques questions de cette dernière qui sont assurées au volet éthique. Et ça, je voudrais également attirer l'attention des sous-traitants dans ce domaine
c'est celui de l'éthique. Nous ne pouvons pas faire des affaires sans respect de l'éthique. Le respect de l'éthique renvoie automatiquement à l'égalité entre les prestataires. Le premier point, c'est l'égalité entre les prestataires. Le deuxième point, c'est éviter tous les conflits d'intérêts. En différentes questions, tout ce qu'il y a comme conflit d'intérêts, nous devons forcément tous les éviter. Nous devons également éviter tout ce qui est délit d'initié. Et enfin, nous devons éviter la corruption. Et nous sommes tous convaincus qu'aucune affaire ne peut se construire sur la base de la corruption. Elle ne peut donc pas se construire. S'il y a corruption, je ne peux pas vous regarder dans les yeux. Je ne peux pas vous regarder dans les yeux et je ne peux pas lui donner la bonne performance. Il faudrait que dans le monde de la sous-traitance et des achats, que nous puissions inverser cette tendance. Si vous faites de la bonne prestation, vous faites un travail satisfaisant et performant, il n'y a pas de raison que ces 4 éléments puissent apparaître. L'inégalité entre les prestataires, le délit d'initié, le conflit d'intérêts ou la corruption. De toutes les façons, nous sommes engagés à ne pas faillir sur ces domaines. Et un seul de ces domaines qui est dénoncé, absolument renvoie le prestataire dans ce qu'on appelle la blacklist. En fait, je vais regarder pour la fin. Donc, malheureusement, si vous ne respectez pas un certain nombre d'engagements, nous serons obligés d'aller à la blacklist. Donc, pour ce qui est du processus des achats, il faut le dire qu'il n'est pas complexe, il est un peu comme celui des entreprises privées. Certes, il y a l'expression du besoin, comme qui vient de nos unités opérationnelles. Il y a également les projets, que nous appelons généralement le CAPEX, le Capital Expenditure, les projets d'investissement. Et lorsque nous avons ce besoin qui est exprimé, on a à peu près 3 solutions. Soit nous passons par contrat cadre, et là, il faut dire que le contrat cadre est mis en place après appel d'offres. Soit nous passons par consultation, et généralement, toutes les consultations que nous envoyons sont faites par mail. Donc, j'invite tous les prestataires qui sont déjà dans notre offre ou qui sont intéressés à travailler avec nous, de nous donner des mails qui sont fiables et qu'ils peuvent le consulter à tout moment. Et après la consultation, nous avons également l'appel d'offres. Le processus de l'appel d'offres, il est un peu plus ouvert, un peu plus clair, que nous exigeons un certain nombre de réponses plus claires. Et nous souhaitons des prestataires d'être sérieux lorsqu'on est dans un appel d'offres. Vous ne pouvez pas admettre que vous lancez un appel d'offres d'un marché qui est estimé à peu près à 120 millions. Et vous recevez un prestataire qui vous envoie une offre sur des formats. Et en un seul exemplaire, dans lequel vous avez exigé avoir 5 exemplaires. Un exemplaire, un original et 3 copies. 4 exemplaires, un original, 3 copies. Et un prestataire vous envoie juste quelques feuilles. C'est l'accroche initiale, puisque nous commençons le contact avec le fournisseur à partir de son offre. Et c'est l'offre qui nous dit si vraiment vous êtes intéressé par notre affaire ou pas. Ça, il faudrait tenir ce point. Donc, après, nous avons l'ouverture des offres techniques. Il faut comprendre ici que nous, c'est l'aspect technique que nous mettons en avant. Je peux parler qu'il y a l'aspect financier. Non, c'est l'aspect technique. Nous sommes prêts à avoir nos spécifications techniques et nos règles bien remplies avant le financier. Vos offres financières ne sont pas ouvertes. C'est pour cette raison que nous demandons aux prestataires de mettre une enveloppe financière bien fermée. Parce qu'à l'ouverture de l'enveloppe globale, nous gardons les enveloppes financières à côté. Seules les entreprises techniquement qualifiées passent à l'étape de la sélection financière. Et souvent, la pondération, qui est souvent le cas, comprise entre 70-80 ou 70-30 ou 80-20, suivant les techniques. Donc, à la suite de tout cela, nous passons à l'analyse globale. L'analyse globale, justement, fait intervenir la pondération entre le 70-30 et le 90-20.
20% pour la partie financière et 80% pour la partie technique. À la suite, nous avons les négociations. Cette étape, elle est très importante. Peut-être que lorsqu'on vous invite, pour beaucoup, ils pensent que c'est pour dire, écoutez, on va faire un peu comme à Kouloulou, on taxe à 100 000 et puis après on redescend à 25 000 et puis non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pour que le prestataire et l'acheteur s'accordent sur les termes. Parce que jusqu'alors, on avait communiqué que par des écrits, le cahier des charges et le dossier d'appel d'offres. Mais à la phase de la négociation, il faut que nous puissions discuter technique et financière et qu'on sache que les délais que vous avez écrits là-bas n'étaient pas des délais juste pour vous permettre de gagner le marché, ou bien les montants que vous avez mis n'étaient pas juste pour vous permettre de gagner le marché. Et c'est justement ça. Exclure, c'est aussi un objectif de la réduction des coûts si certains éléments sont précisés. Et également préciser les modes de paiement. À la suite de ça, nous avons l'attribution et la notification. Donc, lorsque l'on vous a attribué, on vous notifie par un courrier et ça vous permet de prendre de l'avance dans le projet. La notification ne permet pas au délai de commencer, mais ça vous permet à vous de prendre de l'avance. Après, nous avons la signature du contrat ou des conditions générales d'achat et de prestations. Lorsque nous avons suivi un cas d'appel d'offres, c'est la signature du contrat. Et lorsque nous avons une simple fourniture ou bien des prestations non complexes, nous faisons les conditions générales d'achat et de prestations. Et je rappelle que l'un des éléments qui est présent dans les conditions générales d'achat et de prestations et qui fait souvent problème, c'est les modalités de paiement et les modalités de pénalité. Parce que absolument nous sommes obligés de les respecter. On peut passer au slide suivant. Et la performance des sous-traitants. Donc ça j'ai également évoqué. L'un de nos principaux points, c'est que les sous-traitants essayent beaucoup plus d'être performants. Et notamment en matière de respect de la sécurité et de l'environnement. Je vous ai expliqué les raisons et les contraintes de nos sites pour arriver à ce point. Il y a également l'organisation des travaux. L'organisation des travaux, je suppose, c'est des moyens humains, des moyens matériels et moyens financiers. Les moyens, et généralement, vous voyez dans un dossier d'appel d'offres, on vous annonce des ingénieurs, des techniciens, mais après vous allez sur le terrain, vous ne les voyez pas. Vous voyez un chauffeur qui est converti en technicien, ou bien, je ne sais pas, puis je ne veux pas chercher les relations qui existent, mais dans certains cas, vraiment c'est déplorable. Et on se retrouve dans un site très beau, comme l'a présenté le docteur Abel Mata, avec des situations que nous sommes obligés de gérer. Et après signature du contrat. Donc j'attire l'attention des uns et des autres sur l'organisation du chantier qui passe par la sélection des ressources humaines. Ce qu'il faut dire que l'aboutissement d'un contrat ne peut se dérouler que lorsque la ressource humaine elle est disponible et engagée. Parce que souvent vous avez une ressource qui est là, tout simplement parce qu'elle est là, mais elle n'est pas engagée. Alors, toutes les techniques existent. On n'a pas...